Et salut à tous les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Daniel Voirin, donc entraîneur de légende, notamment de Benoît Saint-Denis, qui a fait une très 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 grosse guerre ce week-end. On va revenir sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui va arriver par la suite. Merci à toi Daniel d'avoir accepté l'interview. Je vais te demander comme première question, comment va Benoît mentalement et physiquement? Alors déjà, bonjour tout le monde, hein. Merci pour l'invitation. Donc, j'ai eu Benoît ce matin au téléphone. Donc là, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Il avait une fracture du nez, ils lui ont remis manuellement. Et donc, en fait, à la base, ils voulaient l'opérer, mais après, ils ne voulaient plus l'opérer. Donc, ce qu'il va faire, ils vont attendre que, déjà, il va rentrer en France demain, je crois, et ils vont attendre que ça dégonfle pour refaire une radio. Si en fait, pour voir si ça n'empêche pas de respirer, quoi. Mais sinon, le reste du visage, il n'y a aucun problème, c'est juste assez gonflé, mais il va bien et mentalement il est prêt à croiser le fer dans la cage le plus rapidement possible. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, motivé comme d'habitude, le Benoît, il est au top. Juste après le combat, en fait, c'est ce qui s'est passé. Juste après le combat, en fait, on est sorti de la cage et on a été tout de suite voir les médecins de l'UFC et on est parti tout de suite à l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est marrant, ce soir-là, il y avait énormément de combattants à l'hôpital, quoi. C'était incroyable. C'est-à-dire que déjà, l'hôpital était très loin, ça a mis du temps. Je suis resté 5 heures avec lui et après, sa femme et son père et son frère l'ont rejoint et voilà, quoi. Donc, on est resté là-bas, on a fait tous les examens. Donc, c'était très long. C'est un hôpital gigantesque, hein. C'était une ville carrément, le truc. D'accord. Voilà, quoi. D'accord. Maintenant, moi, je voudrais qu'on parle du combat. Benoît, il a fait un très, 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 très gros premier round. Donc, dès le début, il a réussi à mettre la pression sur son adversaire. Je pense qu'il a su s'imposer dans le premier round. Ensuite, pendant le deuxième, ça s'est compliqué parce qu'il a reçu quand même beaucoup de dégâts. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, après le deuxième, après le gong, vous vous êtes dit, il faut qu'on s'arrête? Non, non, jamais. Non, non. Non, non. Bon, j'ai été surpris que l'arbitre n'arrête pas le combat, surtout à un moment où il a été touché assez sévèrement. Je me suis dit, ah, yes, ça c'est fini. Et en fait, Benoît, en fait, il était tout le temps en action. Il prenait des coups, mais au moment où l'arbitre voulait intervenir, il revenait encore dans les jambes, il bougeait. Donc, honnêtement, je pense que la plupart des arbitres auraient arrêté. Lui, il n'a pas arrêté. Donc, on continue le fight. Moi, c'est hors de question que jette l'éponge. Je ne sais pas ce qu'ils ont en France avec ça. Jeter l'éponge, on est des guerriers. À partir du moment qu'on rentre dans la cage, voilà, il faut aller jusqu'au D'accord. bout. Il n'y a pas mort d'homme. Je pense qu'en France, les gens ne sont pas encore prêts pour regarder des combats de MMA. Du moins, je parle le grand public, parce que voilà, quoi, ils se choquent rapidement. La cage, c'est dur, hein, donc les combats sont durs. Et en plus, si j'avais jeté l'éponge, Benoît ne m'aurait jamais pardonné. Et c'était de toute façon, c'est même pas venu à l'idée. Donc, on a continué le combat et ça a payé parce que, mine de rien, Benoît est revenu dans le combat. Et même dans le troisième round, il est revenu, hein. Il faut savoir sur ce combat, il prend le premier round, hein. Il prend le premier round. Totalement. Le deuxième, bien sûr, il le perd. Ça, il n'y a aucune discussion. Et le troisième, par contre, il était équilibré. En plus, le Brésilien prend un point de pénalité. Pour un point de pénalité. Donc, en fait, exactement. Des gens, ils se sont focalisés que sur la phase qui était assez violente. Difficile, ouais. Vrai. Voilà, ils se sont focalisés que sur ça. Et c'est bien typiquement français, ça. Moi, je suis français, je connais mon pays. On voit toujours le côté négatif des choses. Hein, c'est comme le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est la même chose. Moi, je vois le côté positif. Ok, ça a été un dur moment à passer et je le savais qu'il allait avoir une phase comme ça dans ce combat. Parce que Élisée Dos Santos est un combattant déjà chevronné. Ça fait 6 ans qu'il est à l'UFC, il a été classé numéro 12. Il faut savoir que ce combattant était, était prétendant au titre. À un moment, il a gagné 7 combats de suite à l'UFC. Et en plus, il était en 77 kilos, Benoît, alors que nous, stratégiquement, avec son manager Guillaume et Christophe Savoca, son entraîneur de jiu-jitsu, voilà, on savait pertinemment que Benoît, quand il rentrait à l'UFC, on allait le mettre à 70 kilos. Mais bon, on a eu une proposition à 77
contre un super combattant, on ne va pas refuser. On rentre à l'UFC, on met le pied dedans. On savait que ça allait être un combat très dur. Et ben voilà, la preuve, ça a été un combat assez compliqué. Surtout que voilà, Élysée, il frappe très fort, il était énorme par rapport à Benoît. Et Benoît même a bien spécifié à la réunion avant le combat avec Daniel Cormier et les commentateurs de l'UFC qui voulaient combattre en 70 kilos. Et là, on voit que, par exemple, Élysée, c'est un combattant qui vient de 90, voire plus haut, et qui a cuté. Benoît, il n'a pas cuté pour le combat. Benoît, par exemple, il est à 80 kilos. Donc, il n'a pas cuté. Donc, ça s'est senti. Il me l'a même dit. Il m'a dit que le gars trappait très fort. Il était très puissant sur les kicks. Donc, c'est sûr que c'était un combat, c'est un de ces combats durs, mais franchement, il a brillé. Il a brillé. Pour moi, il a brillé. C'est pas une défaite. Il a marqué les esprits. Toi, tu as, quand même de l'expérience à l'UFC. Moi, j'ai rarement vu ça. Ben moi si, hein, rappelez-vous le combat de Shogun contre Dan Anderson. J'étais avec lui, il a fait le combat du siècle. Hein. L'arbitre, il n'a pas arrêté Dan Anderson. Ok, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est Dan Anderson, mais il n'a pas arrêté Dan Anderson quand il a commencé à se prendre des coups hyper violents. Il était presque par terre, il ne bougeait plus. Ils ont laissé continuer. Bon, c'est vrai que pour un pro début, un jeune comme Benoît, ça paraît un peu dur pour certains, mais c'est le fight. Dire, on n'a jamais dit que le MMA, c'était. C'est pas du foot, hein, c'est pas du football, on est d'accord. Exactement, hein, c'est pas du badminton, hein, j'ai rien contre le badminton, moi j'aime bien jouer, mais là c'est un sport de combat. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui parlent et qui sont du milieu, mais qui n'ont jamais rien fait vraiment. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc il y a un décalage entre la théorie et la pratique. C'est facile de dire moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. C'est très compliqué à l'intérieur de la cage. Les vrais combattants le savent. Et aucun combattant aurait voulu que quelqu'un jette la toile. Tout le monde aurait voulu aller jusqu'au bout et se battre jusqu'au bout. Maintenant, l'arbitre arrête le combat, il arrête le combat. Il n'y a pas de souci. Je vais même vous dire, juste après le combat, avant qu'il donne la décision, j'ai discuté avec le coin brésilien parce que je les connais tous. Et ils m'ont dit, c'est une super guerre que le résultat soit vainqueur ou perdant. Ils m'ont dit, c'est un combat incroyable. Et voilà, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'est du spectacle aussi. Donc, allez, tout de suite, on voit, c'est la boucherie, on voit j'ai vu plein de titres comment s'appelle, de médias, et ils mettent en avant toujours le côté négatif. Je veux dire, mais attends, il a fait comme aux États-Unis un truc comme ça, il aurait été, voilà, quoi, il a reçu plein de messages de soutien. Hein. Et honnêtement, si l'arbitre n'a pas fait son job, c'est pas notre problème. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu mort d'homme. Après, je veux pas penser à la place de Benoît ou quoi que ce soit, mais je pense que pour lui, le fait que l'arbitre n'ait pas arrêté, ça a été un mal pour un bien. Parce qu'il a quand même pu prouver sa bravoure, pardon, et montrer qu'il en a, quoi, tu vois. Exactement. Déjà, il a montré qu'il n'est pas arrivé à l'UFC par hasard. Et en plus, ça aurait été hyper frustrant pour lui parce que de toute façon, les dégâts physiques, il les avait pris. Donc, il l'aurait arrêté là. Parce qu'après, quand c'est passé, il a pris beaucoup moins de coups. De toute façon, il aurait été à l'hôpital, pareil, avec le visage tuméfié, le nez fracturé, donc ça n'aurait rien changé. Alors que là, au contraire, ça l'a permis de montrer que c'est un vrai guerrier jusqu'au bout. Et voilà, il a marqué beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de combattants professionnels d'une renommée mondiale et qui n'ont fait que des éloges. Quoi. Ils ont vu comment Benoît s'est comporté dans la cage, c'était héroïque. Quoi. Il n'a rien lâché. Il a son surnom God of War, c'est pas pour rien. Hein. Moi, je voudrais parler un peu du coin. Donc, dans le coin, il y avait toi, il y avait Guillaume Pelletier qui est son manager et Christophe Auclair qui est son entraîneur de Jiu-Jitsu. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez votre athlète en train de subir beaucoup de dégâts, mais que le mec est là, il continue à aller à la guerre? Comment vous avez vécu ce moment qui est quand même un moment très, très fort, je pense, dans une carrière? Franchement, c'était très, très intense. Hein. On voit ça, on essayait on criait pour qu'il vienne se rapprocher au maximum. Il laissait trop d'espace. C'est pour ça qu'il prenait des coups. Parce qu'à un moment, il était cramé. Hein. On le voyait bien, il n'esquivait pas après les coups, il restait en face, donc il prenait des contres. Et bon, l'autre, il a accéléré au bon moment. Hein. Elisée Dos Santos, il a accéléré vraiment au bon moment. Et Benoît, il était un peu perdu parce qu'il était touché. Il y a même un moment, il a été un peu absent. Et on essayait de lui dire réduire l'espace, mais voilà, on ne peut rien faire, on est dans le coin. C'était hyper tendu. Hein. Même moi, j'ai même dit, je crois qu'il va l'arrêter. Là. Et c'est incroyable. Il est sorti de cette situation. Franchement, j'ai rarement vu ça chez les combattants.
Franchement, il a pas lâché. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de coups pour sa jeune carrière, mais il faut savoir que nous, déjà, en entraînement, on ne fait pas de sparring dur. Donc, déjà, tous les combattants, ils sont pas usés par les coups. C'est ça qu'il faut comprendre. OK, là, c'est vrai que Benoît, il ne va pas faire 20 combats comme ça. Ça se trouve, ce sera le seul combat de sa carrière où il est passé par cette situation. L'objectif, surtout moi, je travaille plutôt dans la technique, c'est pas d'envoyer les gars à la boucherie et prendre que des coups. Non, non. Au contraire, on travaille technique sur les distances, sur les esquives, sur le travail de déplacement dans la cage. Et bon, là, il était cramé, on le voyait bien, c'est pour ça qu'il prenait des coups. Mais là, à l'entraînement, il ne prend pas de coups. Donc, ouais, il prend pas parce qu'il y a beaucoup de combattants qui se crament rien qu'à l'entraînement. Avec des sparring super violents. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Ekeye, où il faisait trois sparring par semaine. Là, oui, les gars, ils vont s'user à prendre des coups tout le temps, même si ce n'est pas des mitaines. Mais là, non, Ouais, ce n'est pas ouais, le cas. ouais. Là, c'était sur un combat et il va récupérer les jeunes. Là, ils ont fait les examens, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, du coup, les médecins, ils ont dit qu'au niveau de ta santé, ça va, il y a rien de grave. Il n'y a rien. Et en plus, j'ai demandé à Benoît s'il avait des maux de tête et tout. Il m'a dit qu'il n'a pas du tout de maux de tête. Il avait plus mal à la tête quand il avait été faire son camp en Suède avec, comment il s'appelle, Shimaev, parce qu'en Ramsat, fait, ouais. là-bas, il se tapait comme des malades. Donc, il m'a dit, j'ai eu des grosses migraines. Bah oui, que là, même moi, à l'époque de la Team Quest, moi j'ai changé un peu ma politique d'entraînement. À l'époque de la Team Quest, on faisait des entraînements assez durs, il y avait beaucoup de mises de gants durs. Je me rappelle, j'ai des gars, ils sortaient avec des migraines incroyables. Donc C'est vrai. là, non, C'est c'est vrai. comme je l'ai dit, voilà quoi, il faut voir le combat dans son ensemble. Il ne faut pas se focaliser juste sur un moment du combat. Mais voilà quoi, je Non, veux dire. après le combat, il l'a fait. Le combat, il l'a fait. Il a fait un putain de premier round. Il a également fait un putain de troisième round, tout en sachant ce qu'il a pris dans le deuxième. C'est un truc de malade mental. Moi, je pense que les trois quarts des athlètes, ils n'auraient pas pu continuer. Oui, Benoît, c'est un gros mental. Hein. Il me fait penser un peu à Dan Anderson, justement, dans cette façon d'appréhender le combat. Il faut savoir que rentrer à l'UFC, quand vous êtes dans la cage de l'UFC, il y a une pression énorme. L'UFC, c'est la première division. Donc, quand vous arrivez, les médias, les stars qu'il y a Mm. là-bas, déjà, on arrive, on voit Rodrigo Minotaur. Moi, je connais tout le monde. Hein. J'ai vu tous les anciens, Glover Teixeira, tous les gars que j'ai entraînés. Ça m'a fait super plaisir. Mais pour eux, par exemple, qui ne sont pas habitués, voilà, tu rentres dans la Ligue des Champions, tu vois des gars que tu avais l'habitude de voir tout le temps à la télé, comme Khabib, tous ces gars-là. Donc c'est vrai que Mm, mm, mm. pour moi, c'est naturel, parce que bon, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu de l'UFC, mais pour eux, et pour Benoît, c'est incroyable. Tu as un t-shirt à ton Je suis nom, d'accord, je suis tu vois. d'accord, je suis d'accord. Après, Benoît, le connaissant, je pense pas que c'est un fanboy, tu vois. C'est un mec qui a la tête sur les épaules, mine de rien. Non, c'est pas un fanboy, mais ça met une pression. Ça met une pression. C'est-à-dire que Mhm. lui, non, il était bien concentré dans son truc, mais c'est l'enjeu. Tout le monde est là, derrière lui, il y a toujours une petite pression. Mais franchement, il l'a bien géré. Il l'a très, très bien géré. Franchement, il a été bien professionnel là-dessus. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'à aucun moment, tu as pensé avec le coin à l'arrêter dans le deuxième. Euh, à aucun moment, en fait, vous avez pensé à l'arrêter parce que vous vous êtes dit il faut essayer ou parce que vous saviez que Benoît avait le cœur pour continuer. Honnêtement, je savais que Benoît, il allait pas lâcher. Il serait tombé ou il aurait attendu que l'arbitre le sépare. Je me rappelle justement d'une fois où il avait pris un coup de tête, je crois que c'était en C'est Slovénie, brave. au Brave, et il était ouvert, mais il fallait voir. Il y a même eu des points internes. Ça, les gens n'ont pas vu, parce que Brave, c'est pas aussi télévisé que l'UFC. Je l'ai vu, son Mais combat. Benoît, il ne voulait pas lâcher. Il a dit non, je continue. Le médecin est venu dans la cage, il a arrêté le combat, point barre. Mais même moi, de toute façon, là, avec la blessure qu'il avait, j'aurais pas voulu qu'il continue. Là, c'était trop dangereux. Il y avait un trou. D'accord. Et voilà, on a arrêté le combat. C'est pas moi qui l'ai arrêté. Le médecin a arrêté. Et voilà, quoi. Il a accepté. Mais là, non, jeter l'éponge. D'accord. Dans ce, co- dans- L'UFC, pour un pro début. Alors, un pro début, tu jettes l'éponge. Non, mais attendez. Non, 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 ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ils te rappelleront pas. Ouais, voilà. Ils Donc, te rappelleront moi, pas. je comprends qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Sur le réseau, ça parle, ça critique. Pas de problème. Chacun son avis. Mais en fait, pour dire la vérité, voilà, quoi. Moi, je ne les calcule pas. Chacun a une vision différente dans la vie. Mais en tout cas, nous, on n'a pas lâché. Après, maintenant que le MMA, c'est en France, ça commence à être bien médiatisé par des gros médias et des médias comme MMA Fightness ou d'autres certains de nos confrères.
c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'interaction avec les, entre guillemets, les fightix. Tu vois, les gens qui ne connaissent pas grand-chose, mais qui pensent savoir. C'est normal. Oui, puis moi, ça ne me dérange pas, je l'ai vécu, ça. Il faut comprendre, ça fait 20 ans que je suis dans le MMA de haut niveau. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, les gens. Il y en a, ils me découvrent maintenant. Il y en a, ils étaient même pas nés. Moi, j'étais dans les cages de l'UFC. Il y en a, je les vois, ils ont 25 ans, ils parlent du MMA, mais attendez, j'ai entraîné les plus grandes stars du monde. Je ne me vante pas. Je ne suis pas là en train donc, moi, je connais ça. Au Brésil, même sur les réseaux, je me faisais insulter. Des fois, quand on avait des défaites, qu'on avait avec des Machida ou même des Anderson, quand il se passait quoi que ce soit. Même quand ils gagnaient, on se faisait critiquer. Ouais, cet entraîneur, voilà, c'est de la merde, tout ça. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Moi, ça ne me dérange pas, en fait. Je m'en Mhm. fous, ça glisse sur moi. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que ça fait partie du truc, comme tu l'as dit. Déjà, l'UFC, c'est énormément de gens qui suivent. Donc, les gens donnent leur avis. Voilà, c'est un peu comme le foot. Hein. Tu sais, tu vas avoir un match de foot, les Ah, c'est supporters, pire ils le sont foot, hein, tous c'est pire, entraîneurs. hein. Ah ouais, ils sont tous entraîneurs. Ça Moi, fait partie du jeu, ça ne me gêne pas. Moi, c'est plutôt ce qui me gêne, c'est certains médias qui vont tout de suite dans la critique, dénigrer, tout ça. Ça, j'aime pas. Il faut mettre en avant votre champion français. On est en France, on défend les Français. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Moi, ça me fait halluciner. J'ai eu plein de messages de grands champions qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de Benoît. Et nous, là, ici, les Français, de toute façon, c'est ça. Ici, c'est toujours se sous-estimer. On n'aime pas, en fait, on n'aime pas le succès, je crois. Il y a un problème. Je ne sais pas, c'est culturel. Hein, moi, j'y peux rien. Hein. Moi, je suis français, mais bon, comme j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai une mentalité différente. De toute façon, moi, je vois je suis toujours d'accord. positif, hein, même dans le négatif. Voilà, je pense qu'on va parler plus de choses positives. Quel était le game plan dans ce fight? Bon, en fait, on savait que Élysée tapait très fort, donc c'était d'éviter justement ce qui arrivait au deuxième round. Ça n'a pas marché parce que bon, il y a un combattant en face, il y a aussi des rapides explosifs et il a su accélérer au bon moment et c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais en fait, l'idée, c'était de se déplacer, de ne pas rester trop en face de lui, marquer des points en striking et pouvoir l'amener au sol. Donc, il a réussi au premier round, mais quand même, Benoît il m'a dit qu'il était très fort contre la cage, il se levait rapidement, il était dur à garder au sol. Ça, on le savait, il est très puissant. Sauf qu'au deuxième round, voilà, il s'est fait toucher. Donc là, après, le game plan, c'est toujours le même, mais comme Benoît était déjà débilité, c'était assez compliqué à suivre le game plan. Là, l'idée, c'était qu'il se déplace un peu plus, mais quand tu as pris autant de coups, Il y a, c'est il y a, il compliqué. y a eu une erreur dans le game plan? Non, il n'y a pas spécialement d'erreur. Les game plans, il faut comprendre que les game plans, on les met en place. Mais un game plan, c'est évolutif. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au combat, on ne sait jamais ce que va faire l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'il faut travailler toutes les disciplines. Il faut Mm. tout travailler, en fait. Parce qu'on peut mettre un game plan en place qui ne va pas marcher, l'autre va arriver différemment. Donc, il faut savoir s'adapter. On peut même avoir un game plan par round. Et même le D'accord. game Bah plan ouais. peut. Donc, ouais, c'est pas une fin en soi, on n'est pas là où il faut suivre. Des fois, on part sur un truc, ça ne marche pas, on fait autre chose, ça marche, on reste sur ce qui marche. D'accord. Ça veut dire que vous avez changé le game plan en cours de fight. Pas vraiment, on est resté sur notre truc, mais le problème, c'est que comme il a pris beaucoup de coups au deuxième, ça change tout. Ouais. Déjà, quand vous êtes débilité comme ça, vous avez pris je ne sais pas combien de points, déjà pour se déplacer, on se déplace tout pareil. On est fatigué, même pour mettre au sol. On a vu des fois, il était touché, il faisait des mises au sol, mais c'était télégraphé. On les voyait arriver de très loin parce qu'on n'a plus la même explosivité, on n'a plus la même notion de distance, donc c'est compliqué. Mais l'idée, c'était de rester collé à lui ou à la longue distance, pas à la moyenne, parce qu'à la moyenne distance, il envoyait des mines. C'était assez impressionnant. Avec mon frère, on a regardé le combat sur RMC, c'est en direct. Oui. Et, Ah, c'était en et direct, ils l'ont passé? c'est en direct. Et en fait, on entendait entre les rounds, tu sais, à un moment donné, la caméra, elle est venue dans le coin. Et on t'entendait par là, Benoît, lui dire que Élisée était mort et que l'orage était passé. D'accord? Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce qu'il fasse un gros troisième round comme ça? Ben, en fait, moi, quand je suis arrivé à la fin du deuxième dans le coin, là, on n'est plus dans le dialogue. C'est pas de la poésie. Hein. Les gens ils ont l'impression, oui, il faut sortir des phrases toutes faites, des belles phrases comme on voit souvent des Américains qui sortent. Moi, je suis Comme dans pas là pour Rocky. faire, voilà, moi, je suis pas là pour faire du cinéma. Là, on est dans le réel. Le gars, il est touché, il est débilité. Là, il faut le secouer.
Moi, j'ai appris ça quand j'étais en boxe thaï. C'était la même chose. Je me rappelle, ça m'a marqué. À l'époque, avec la famille Bérandou, quand je combattais, il y a des fois, il me secouait, ça te rebooste. Et là, je l'ai un peu remotivé, comment ça s'appelle, psychologiquement. Là, c'est le mental. Là. Il y a plus de. C'est compliqué. Donc, j'ai essayé de le rebooster. Ça a marché. La preuve, il était encore dans le combat. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, ces paroles. Parce que voilà, on vit dans un monde de bisounours maintenant. C'est-à-dire que voilà, il faut placer des bons mots très jolis pour la caméra. Moi, la caméra, je m'en fous en fait. Là, il y a mon fighter, il faut qu'on gagne le combat. Il faut que je le rebooste pour qu'il reparte à la troisième reprise, gonflé à bloc. C'était ça l'objectif. C'est pour ça que c'était assez tendu. Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le troisième? Ben dans le troisième, en fait, on regarde Élisée, il était fatigué, hein, Dos Santos. Vous voyez bien qu'en fait, il a tout donné, parce que frapper, ça fatigue aussi. On le voit même jusqu'à la fin du deuxième round. Et à un moment, il arrête 10 secondes avant. Il reste 10 secondes, il part dans son coin. C'est vrai, il part dans son coin. Il part dans son coin, pourquoi? Parce qu'il était cramé. Vous croyez honnêtement qu'il est parti dans son coin parce qu'il avait pitié de Benoît? Il aurait fini, il aurait pu finir, il aurait fini. Il était cramé, le gars. En fait, c'est indéniable, j'ai pas la même expérience que toi, tu vois. Je pense que Eliseu est parti à la fin du deuxième, d'une part parce qu'il était cramé, mais je pense parce que même mentalement, je pense qu'il a commencé à douter. Parce qu'il voyait Benoît qui continue d'avancer, il ne tombait pas. Je pense que mentalement, c'est dur quand même. C'est clair, mais une chose est sûre, j'en discutais avec Moïse Rimbaud, qui est un grand combattant français de MMA, hein, qui est un ami, qui habite à l'étranger, c'est vraiment un gars très solide. Et il me disait la même chose. Il me disait une chose, et ça c'est vrai, ce gars-là, il n'oubliera jamais Benoît. C'est-à-dire qu'Élisée, ce combat l'a marqué à vie. Et c'est sûr qu'il a dû douter un moment. Les gens ils vont me dire, ouais, non, c'est un peu prétentieux. Mais bien sûr, le gars est parti, 10 secondes avant, il est parti, il ne comprenait pas. Donc, comment il n'avait pas réussi à finir Benoît. Il faut savoir que, comme je le répète, frapper, ça fatigue. Et il est parti 10 secondes avant. Donc, je me suis dit, il y a une petite faille, il faut l'exploiter. Et c'est pour ça, on voit au troisième round, Elisée Dos Santos, il n'est pas aussi actif. Hein. Il a mis un ou deux coups, ok, percutants, mais on voit que c'est un troisième round très équilibré. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Même moi, même, je pense que Benoît a largement le potentiel pour finaliser un mec comme ça. Oui, mais comme il était très fort, c'est pas sa catégorie, Benoît. Là, il ne peut pas. Dans un autre niveau, par exemple, quand il combattait au Brave, quand il prenait les premiers au début à 77, déjà quand il avait combattu Powell, on voyait Powell, là, le Polonais, il était à 77 à l'époque au Brave. Il était très musclé et quand il avait fait le contest, c'était un combat dur. Mais après, sa catégorie, elle est passée à moins de 75. C'est une catégorie c'était un catchweight. Mis en place. Voilà, donc les gars étaient déjà moins grands. Donc, ça allait. Mais à l'UFC, à ce niveau-là, quand c'est un niveau pas moyen, on va dire, on peut combattre à cette catégorie. Mais après, quand on arrive à haut niveau, c'est le détail qui fait la différence. Et Benoît, il ne peut pas combattre en 77. Ce n'est pas possible. C'est comme Chimaev, là, qui combat en 84. Il a du talent, mais les mecs de 84 qu'il a pris, ce n'est pas des Rockhold. Si quand Rockhold l'a provoqué pour faire combat en 84, il n'a pas voulu, parce que là, il y a trop de différences. Il préfère être en 77. Pareil pour Benoît. Benoît, il peut prendre un 77, mais il faut que ça soit vraiment un bas de tableau. Et encore, parce que vraiment, ils viennent de très haut. Il faut savoir que, par exemple, un Rafael Dos Anjos, que je connais bien, quand il combat l'UFC 70 kg, Rafael Dos Anjos fait 90 kg. Il m'a dit de sa bouche. Et je dis, attends, 90 kg? C'est-à-dire qu'il vient de 90 kg pour aller à 70. Bon, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est pour vous dire, les Brésiliens cutent énormément. Et Benoît, sa vraie caté de l'UFC, c'est 70. Il est à 80 en temps normal. Donc, je pense que même s'il reprenait Élisée, ce serait très compliqué. C'est des combats compliqués. Et puis, il n'y a aucun intérêt. Là, maintenant, on va se concentrer sur la récupération de Benoît. Et bien sûr, après, pour commencer à le faire descendre un petit peu de poids et combattre dans la catégorie 70. Après, même quand tu regardes la catégorie des 70 et des 77, c'est des catégories de malades mentales. Hein. Ben, exactement. En fait, c'est là où il y a tout le monde. On observe les catégories, par exemple, de poids lourd. En poids lourd, il n'y a personne. En poids lourd, rapidement, si vous gagnez 2-3 combats, vous êtes dans le top 10. Exact. Les poids lourds, par exemple, c'est devenu du K1. Il n'y a même pas de lutte. Exact.
Et moi, je peux vous dire qu'à l'époque, moi j'avais un poids lourd qui s'appelait Deverman à l'époque à l'UFC. Je peux vous dire que les poids lourds de l'époque, il n'y avait que des tueurs, des Verdum, des Roy Nelson, des Gabriel Napon, des Stephen Struve, des Tchèques Congo, des Velasquez quand il était en pleine forme, des Junior dos Santos. Je ne parle pas de Junior dos Santos quand il est en fin de carrière, des Overeem, il n'y avait que des tueurs, des Mark Hunt, que des tueurs. Là, maintenant, regarde, il n'y a rien. On a Gann et Ngannou qui sont au-dessus de tout le monde. Voilà. Mais sinon, voilà, quoi, je veux dire, c'est très moyen. Et pareil pour les catégories féminines, on regarde, on observe les catégories féminines, par exemple. Rapidement, si une fille, elle est très forte, ils vont tout le temps combattre contre eux. Ça monte très, vite. Ils vont monter très vite, alors que dans la catégorie de Benoît, il y a 1 milliard de personnes. C'est très compliqué. Déjà, il faut savoir que c'est un miracle que Guillaume les fait signer à l'UFC en 77. Je discutais avec un manager brésilien, justement, qui est manager de Eliseu dos Santos, qui à l'époque avait été manager de Ngannou. Il m'a dit que ça fait 3 ans qu'il n'arrive pas à mettre un 77 à l'UFC. Et on entend des Français là qui veulent faire signer mais c'est pas évident. Hein. C'est caté, il y a beaucoup de monde qui se bouscule au portillon. Donc chapeau quoi. On veut dire, le niveau le niveau est très très haut. Est-ce que vous avez eu des retours avec la direction de l'UFC? Non, on n'a eu aucun retour. En fait, il y avait un gars de l'UFC qui était à l'hôpital qui gérait tout. Hein. Et non, on n'a eu aucun retour. Non. De toute façon, il y a plein de combattants qui sont blessés. Il ne faut pas s'attendre non plus. Voilà, quoi, c'est un combat. Comme je dis, il y avait plein de combattants. À l'hôpital, j'avais vu des combattants russes. Il y a eu celui qui a pris le coup de genou là, en contre aussi. Non, il n'y a pas de retour de l'UFC. Mais par contre, il y a tout le support de l'UFC. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de vous. Même après, Benoît est resté. Ils prennent en charge tous les frais. Donc, voilà. Donc, D'accord. Moi, j'aimerais, pour finir, après le fight, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, après le fight, qu'est-ce qui se passe? Avec le point. Genre, qu'est-ce qui s'est passé après le fight et qu'est-ce que vous êtes dit avec Benoît? Comment ça s'est passé en fait? En fait, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis parti à l'hôpital. Guillaume et Chris, ils sont restés ensemble. Et bon, je parlais bien sûr à Benoît, j'essaie de remonter le moral parce que quand tu perds, c'est jamais agréable. C'était sa première défaite. Et voilà, quand tout le monde veut gagner, mais bon, je lui ai expliqué que voilà, quand il y a certaines défaites, c'est des victoires. Des fois, on a des victoires, elles passent inaperçues. Et là, c'est une défaite et ça l'a fait connaître dans la planète MMA comme un véritable guerrier de la cage. Quoi. Parce que là, on parle beaucoup de Benoît quand même, mais sur ce combat, ça fait un grand bruit. Quoi. Donc, je pense que sur le prochain combat, l'UFC va être content de le revoir. Quoi. Et bon, après, c'est clair qu'il ne faut pas précipiter les choses après un tel combat. Mais quand est-ce qu'on verra Benoît de retour à l'UFC? Je ne sais pas, parce qu'il avait eu une période de repos de 2 mois, ce qu'ils avaient mis, mais bon, il peut s'entraîner. On va voir l'évolution de ses blessures, mais bon, rapidement, il va pouvoir reprendre l'entraînement. Maintenant, le fight, moi, je pense qu'il faut attendre 4 mois. De toute façon, il n'y a pas des combats. Si c'est l'UFC, c'est tous les 3 mois, tous les 4 mois. Mais là, comme il a quand même pris pas mal de coups, déjà, moi, la première chose, c'est que je vais l'éviter de prendre des coups au maximum à l'entraînement. Je vais laisser vraiment récupérer au maximum. Parce que c'est important, quand on a pris des coups comme ça, de laisser le cerveau récupérer. Parce qu'après, sinon, ça fragilise derrière. Donc, moi, je pense d'ici 4 mois, on va revoir sûrement Benoît. Et qui sait, peut-être en France, avec un UFC France. Ça serait magnifique. D'accord. Après c'est clair que c'est quand même... tu me parlais de sa première défaite, mais après, c'est pas une défaite quelconque, tu vois. C'est une défaite, tu fais un des plus gros fights de la soirée, tu vois. C'est clair, il aurait mérité le bonus. Moi, je pensais qu'il allait avoir le bonus, mais bon, comme c'était une très grosse carte, et il y avait beaucoup de top, c'est très dur d'avoir le bonus. C'est clair, tu as eu des gros fights. Voilà, il y a eu des gros combats. S'il avait été à UFC Fight Night, un truc un peu plus petit, il aurait fait un combat comme ça, il aurait ramené le bonus direct. Mais là, la carte, elle était énorme, elle était gigantesque. Après son combat, c'est ce qu'on s'est dit avec mes frères. On s'est dit, ouais, ça sent le bonus, tu vois. Mais vu que c'était en début de carte, derrière, il y avait une grosse carte.
Exactement. Il y avait beaucoup de J'ai fights, hein. j'ai pas vu qui a pris le bonus, mais je pense que ça doit être le combat de Patrigan. Oui, 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 c'est lui, exactement. Et il y a eu aussi Glover et Shimaev. D'accord, d'accord. Maintenant, juste pour terminer, j'aimerais pas qu'on change totalement de sujet. Glover Teixeira, truc de malade mental. Ouais, franchement, je suis super content. Glover Teixeira, 42 ans, il prend la ceinture. C'est un mec super sympa. Je l'ai revu à l'UFC. Il n'a pas changé. Ce gars-là, je l'avais entraîné à l'époque. Parce qu'il faut savoir l'histoire de Glover. Il avait été repéré par Dana White. Et Dana White, il voulait le prendre, mais en fait, il était illégal. Donc, il est rentré au Brésil. Parce qu'il était rentré illégalement à l'époque, il est rentré au Brésil. Et après, pour le refaire revenir aux États-Unis avec un visa, c'était très compliqué parce que vous êtes marqué au fer rouge. Hein. Il a mis 3 ans pour revenir à l'UFC. Donc, il a perdu énormément de temps, sachant qu'il était déjà âgé. Et moi, à cette époque-là, je l'entraînais. J'étais avec Pedro Rizzo. J'entraînais Pedro Rizzo, un grand combattant de l'UFC, hein, Mhm. et du Pride à l'époque. Et lui, j'ai entraîné Pedro Rizzo. Il a ramené Glover. Il avait ramené aussi Victor Miranda qui combat l'UFC. Il avait ramené Ty Sledge, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de lui, c'était un combattant UFC aussi. Et on faisait tout un groupe comme ça et j'entraînais quoi. Et là, quand il m'a vu, il était content, il a pris une photo, il l'a envoyé à Pedro Rizzo. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était avec tout son staff que je connais, les Brésiliens. Et franchement, je suis super content. Il me mérite, ça me fait super plaisir parce que c'est un gars simple, c'est un gars sympa. C'est un mec, c'est un gars de la campagne, lui. Hein. Il adore la terre, cultiver, super cool. Il a parlé à tout le monde. Et même Volkan était là, c'est un mec sympa aussi. C'est un mec très sympa, Volkan, avec son équipe et Nelson. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, vers la fin de la prépa, vous êtes partis, toi et Benoît, justement, chez Volcan pour finir là-bas. Oui, voilà, on est parti avec Jorik Montagnac et Mathieu. Jorik, d'ailleurs, qui combat ce samedi à À l'Octagone. l'Octogone. En République tchèque. Ouais, ouais, ouais. On est partis tous ensemble et on s'est entraînés avec Volkan. Il y avait Nelson Carvalho, l'entraîneur là-bas, c'était très sympa. En plus, c'est joli le châtel. Voilà. Alors, un grand merci à toi, Daniel, d'avoir pris du temps pour cette petite entrevue. Ça nous a fait super plaisir de te recevoir. J'espère qu'on va te recevoir très, très, très bientôt sur la chaîne. Et je te laisse les mots de la fin. Écoute, merci à tous. Comme je dirais, qui m'aime me suivre. Hein. Allez, ous!